Mieux travailler ensemble en alliant sens, épanouissement et performance. J'ai envie de vous montrer ce que j'ai la chance de voir tous les jours. Des personnes engagées, des initiatives créatives et surtout beaucoup d'envie de progresser vers une entreprise meilleure. J'ai la chance pour cet épisode d'accueillir Yvelina Burden. Nous nous connaissons depuis quelques temps maintenant et nous avons toujours des échanges passionnés sur ce sujet. Et donc je suis vraiment très heureuse, Yvelina, à la fois de partager ce moment avec toi parce qu'il me donne beaucoup d'énergie positive et puis en même temps de pouvoir partager ça avec les personnes qui nous écoutaient sur cet épisode. Yvelina, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ? Oui, bonjour Amélie. Merci d'abord pour l'invitation. C'est un sujet effectivement qui me tient à cœur et que j'adore partager avec toi, mais surtout que c'est un que j'ai rarement le temps d'aborder avec d'autres personnes parce qu'ils me cherchent beaucoup sur d'autres types de compétences qui sont plutôt des hard skills, de la tech, de l'innovation, de la qualité des données. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter autour. Alors, moi, j'ai la petite quarantaine. Je suis bulgare, qui explique l'accent. Je suis mariée, j'ai 2 garçons et globalement, sur toute ma carrière, j'ai navigué dans des environnements extrêmement complexes, en forte transition, dans des contextes de fusion ou de croissance externe. Je viens de passer 10 années absolument passionnantes dans les médias, à la publicité du groupe Rossel. Le secteur des médias, c'est un des secteurs qui a connu le plus de changements dans les dernières années et pour un si court temps, qui a un sacré terrain de jeu pour gérer des projets ambitieux, faire beaucoup de conduite de changement et animer des équipes variées qui m'emmenaient d'être chef de projet au comité de direction. Donc aujourd'hui, je suis en tête d'une direction qui est l'équivalent d'une direction des opérations et je pilote 3 équipes support business et gestion de projet. Et mon rôle principal dans l'entreprise, elle est plutôt simple, traduire les axes stratégiques de l'entreprise en actions très concrètes, des dispositifs qui vont aider à la performance business ou réduire les coûts. Oui. Et qui place moi et mes équipes au cœur de fonctionnement de l'entreprise. Donc, notre seule raison d'être, c'est globalement de faire travailler tout le monde bien ensemble. Ouais, et déjà, on commence, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu nous montres bien que l'entreprise, c'est un compte de résultats et qu'à un moment, il faut conduire des axes stratégiques, faire en sorte que chacun puisse les mener pour pouvoir continuer à avancer, payer tous les salaires. Donc, tu as une raison d'être, tu as une mission assez simple et très opérationnelle, et en même temps une raison d'être qui est de faire en sorte qu'on puisse mieux travailler ensemble. Et donc, déjà, je te remercie. Tu fais le lien directement avec ma prochaine question, qui est, ça veut dire quoi pour toi, le mieux travailler ensemble ? Alors, j'adore cette question parce que une bonne question, souvent, c'est celle qui a plusieurs types de réponses en fonction des personnes et le contexte. Pour moi, c'est globalement assez simple. C'est avant tout une volonté de travailler avec les gens. Et donc, quand on dit volonté, on dit aussi de donner envie. Et c'est un donner envie bidirectionnel. Ce n'est pas juste de dire si ça doit se passer bien. C'est une volonté des 2 côtés. Moi, je dois montrer que j'ai envie de travailler avec toi et vice-versa. C'est un peu comme partir en vacances avec des amis. C'est sûr que si tu as envie qu'ils partent avec toi, tu mets la patate et l'accent sur tout ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, que tu aimes le vélo, que tu aimes bien faire ça. Et si tu as envie de partir avec ton copain en vacances, c'est sûr que tu vas pas lui faire un road trip où il change le lieu où dormir tous les nuits s'il adore juste la plage et profiter d'un moment calme. Donc oui, pour moi, c'est toujours le rencontre de ces 2 volontés et plus ou moins, bien sûr, il y a un qui mène plus que l'autre souvent, cette envie, de donner envie, mais néanmoins, je crois beaucoup à la réciprocité. Et donc, si on a envie, souvent, c'est quand même assez contagieux. Ouais, alors j'adore parce que tu places aussi là l'envie. Et c'est vrai que l'envie, on voit en ce moment à quel point parfois nous on sait même plus de quoi on a envie et on sait pas forcément de quoi les autres ont envie. Et j'ai bien aimé dans ce que tu as dit aussi parce que tu savais ce dont l'autre avait envie.
ou en tout cas ce qu'il aime et ce qu'il montre. Et donc, il y a à la fois mon envie à moi, mais il y a aussi comment je m'intéresse à l'autre, comment je le connais un petit peu, et j'essaie d'aller lui parler là où il a envie pour que ça se rencontre. Ok. Exactement. Et alors, tu me disais qu'il y avait plein de manières d'y répondre. Donc, tu me disais que la première chose, c'était cette envie, cette réciprocité. Qu'il y en avait un qui tirait un peu plus que l'autre. Effectivement, c'est un peu le rôle du leader. Tout à fait. Est-ce que tu voyais d'autres manières de répondre à ce que ça veut dire pour toi de mieux travailler ensemble ? C'est toujours quand même autour de l'envie, mais ça se traduit par différentes formes, hein, parce qu'ensuite, il y a quand même le comment. Oui. Une des premières choses qui m'a toujours frappée, c'est que si vous voulez maintenir l'intérêt de quelqu'un ou lui donner envie, hein, ça passe toujours par l'apprentissage. Les gens, en fait, profondément, ils aiment apprendre. Même ceux qui ne sont pas issus là-dessus. D'accord. Donc, à partir du moment où vous avez fait quelque chose à apprendre, pas forcément dans les hard skills toujours, mais ça peut être bien évidemment autour des soft skills, où vous inspirez, forcément ça donne davantage d'envie pour embarquer quelqu'un. Oui. Donc, ça peut passer par des formations tout à fait standards. Tout à fait, vous allez dans un catalogue, vous choisissez quelque chose et on monte en compétences. Ça peut aller par des choses faites sur mesure, quelque chose que j'adore, en collectif, où vous vous rendez compte en fait que vous partagez les mêmes difficultés. Ou que vous partagez en tout cas le même enthousiasme par rapport à un sujet. Et le troisième, c'est celui où on se monte un peu entre nous en compétences. Parce que parfois, on n'a pas les budgets. Parfois, on est dans une logique où on n'a pas non plus le temps. Et il faut aller le chercher autrement. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui me dit « Oui, mais si tu as envie de faire ça, tu te rends compte tout le budget qu'il te faudra. Tu ne le négocieras jamais. » Je dis « Mais ça ne veut pas dire. » Alors déjà, premièrement, moi, me dire que quelque chose est impossible ou dur, hein, c'est autant te dire, c'est comme si tu me lances sur le sujet directement. Et le deuxième point est que la première question que j'ai posée, c'est « Vous pensez qu'on n'a rien à s'offrir les uns les autres ?» Parce que je suis sûre qu'on en a énormément des choses qu'on peut faire. Et parmi nous, il y a des gens qui maîtrisent déjà des choses qui nous font peur. Et donc, comment moi, de manière très cachée, j'arrive à détecter tout ça ? Je donne un exemple concret. Dans mon équipe, il n'y a pas très longtemps, on a lancé ce jeu-là, un peu de dire qui peut offrir quoi à l'autre, justement en formation, montée en compétences, pour qu'il n'y ait pas de coup derrière. Et ça a été très drôle parce qu'il y en a une personne qui monte en compétence et doit porter certains sujets qu'elle n'a pas l'habitude de le faire. Oui. Et la première chose qu'elle dit, oui, moi je veux être formée super bien sur les Canva comme telle personne qui sait le faire super bien. Et pour moi, la seule chose que moi j'ai entendue, c'est ah oui, j'ai besoin d'un moyen pour gagner en confiance, parce que si je maîtrise une présentation joliment posée, en fait, mon sujet va être au top. Si c'est une croyance et ça fera de bien, c'est très bien, on y va. Hein. Moi, ça me va très bien. Okay. Mais je sais que derrière, par contre, ce qui se cachait, c'est vraiment cette envie de bien faire, cette crainte, manque de confiance, plein d'autres choses, parce que c'est des sacrés pas à passer. Et donc, on a discuté avec le manager direct et on sait qu'il faut accompagner doucement et step by step là-dessus. Et alors, comment tu conjugues ? Donc déjà, je trouve ça très intéressant de partir du principe que la personne a envie d'apprendre, que la personne a envie et a besoin d'être assurée parce que toute ouverture au changement peut crisper. Et c'est ce que moi j'appelle la vraie bienveillance. Donc voilà, la vraie bienveillance, c'est on n'a pas le choix, on doit avancer parce que l'entreprise en a besoin. Néanmoins, comment je prends en compte chacun dans son avancée. Donc, cette personne, elle, a besoin, par exemple, d'avancer là, sur Canva. Est-ce que le manager et toi, vous vous dites, est-ce que c'est suffisant par rapport aux besoins qu'a l'entreprise et à la rapidité avec laquelle on a besoin de se transformer ? Comment tu accompagnes cette contrainte de le temps que la personne monte en compétence et avance et le temps de l'entreprise ? Alors, moi, j'ai une vision un peu sur l'apprentissage. C'est bien sûr une des réponses possibles de bien travailler ensemble. Moi, je n'y crois pas au moment clé à laquelle on se dit d'un coup les trucs. Et tout est clair. C'est pas ma manière de faire parce que je pense que franchement, si on a envie de bien travailler ensemble, derrière une volonté, il y a aussi beaucoup de rigueur. Il y a de la performance, il y a une notion de performance qui dit ça, dit d'entraînement régulier. Oui. Et la régularité fait que c'est beaucoup plus... on va beaucoup plus de résultats.
que de le faire d'un coup. Et puis, je sais pas, pendant un mois, je vais à la salle du sport et je perds du poids et je travaille mes muscles, que de le faire petit à petit, de manière durable. Donc, pour moi, beaucoup de choses passent par le durable, et le durable ne passe que si tu fais un sort de process dans lequel tu es sûr de n'avoir des vrais indicateurs très vite, très lisibles, très accessibles, jamais par des grands pas. Pour moi, l'entretien annuel, je ne comprends pas pourquoi on doit attendre une année à faire de l'entretien annuel. Les choses doivent se dire beaucoup avant. Les choses qui potentiellement peuvent être difficiles à dire. Oui. Avant qu'il prenne une forme et poids qui empêche la performance et le bien-être de la personne. Mais aussi parce que pour moi, c'est une manière de me voler de toutes mes joies que je pourrais vivre avec la personne quand elle est enthousiaste, elle est bien, tout se passe nickel, elle en a envie, et c'est un peu comme je vais attendre, la fin de l'année pour qu'on se dise à quel point c'est super chouette. Non, moi j'ai envie d'être heureuse avec cette personne-là tous les jours, donc c'est des choses qu'on se dit assez régulièrement, donc ça exige beaucoup du temps. Et pas juste avec tes pairs, et pas juste avec les gens qui sont sur toi, ça exige juste d'accepter que parfois une conversation dans la semaine qui est 20 minutes, 30 minutes et qui dévie un peu et qui tourne autour de la passion ou des difficultés, elle est plus importante que certains points de cours d'eau qu'on peut faire. Très bien. Alors ça m'amène justement 2 questions. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui trouvent que c'est passionnant, est-ce que tu aurais un exemple, alors que tu peux nous citer ici, ou que tu pourrais aménager pour nous dire, quel type de KPI j'ai mis en place, quel type de process, tu parlais d'un process régulier et de petits KPI, ou nous donner des exemples divers, d'accord ? Donc ça sera ma première question. Et la deuxième, ça sera autour de comment toi, tu gères ton temps, parce que tu es quand même directrice des opérations d'un joli groupe, donc tu as une grande équipe. Comment tu intègres ça dans ton emploi du temps ? Donc la première, peut-être sur des exemples de KPI et de process. Alors, moi, j'en ai, bien évidemment, vous avez toujours un qui est le plus commun, ça reste le turnover. Oui. Je n'en ai pas. D'accord. Donc, déjà, c'est assez simple. J'ai des gens avec qui je travaille depuis 8 ans et qui sont dans mon équipe et qui sont toujours là. Le deuxième, c'est bien sûr des choses classiques, les arrêts maladie, les envies d'évolution, etc. Pour moi, l'envie d'évolution, c'est un vrai indicateur. Et là où j'ai une grosse réussite, c'est bien évidemment pour moi, c'est une réussite à partir du moment quand on peut faire évoluer l'organisation. Oui. Tout en restant dans le même collectif. Oui. Donc ça veut dire qu'on arrive vraiment à les faire grandir. Les gens prennent des envies, cherchent à se refaire, etc. Il y a bien sûr d'autres indicateurs qui peuvent être liés à la production de nombre de projets. Moi, j'en ai un qui est lié en dehors de la performance, c'est le nombre de fois qu'on me dit « Ah, mais quelle équipe canon !» ou le nombre de personnes qui disent merci à certaines personnes parce que j'ai des systèmes de suivi. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais moi, j'ai un papa militaire et je sais qu'en tout cas, à l'armée, à une époque, c'était un indicateur très fort de la personne qu'on va chercher le plus souvent. C'est la personne qu'on va recommander à faire partir de tous les projets. C'est la personne qui donne envie aux autres de travailler. Donc moi, à partir du moment quand on vient me dire de mes équipes qu'ils travaillent super bien et que on vous le dit entre deux portes, ah franchement, hier j'ai eu affaire à telle personne, mais quel bijou. Moi, j'ai tout réussi. Ça me va. Donc, c'est pas toujours un indicateur quanti, pardon. Ça peut être très quali. Mais je les manie en fonction d'eux. Et oui, bien sûr, évolution, changement de poste. C'est des beaux indicateurs pour moi. Oui, donc en fait, quand tu dis pas de turnover, c'est t'as pas de turnover externe à l'équipe. Par contre, tu peux avoir du turnover où tu fais évoluer tes équipes ailleurs. C'est la raison pour laquelle mon équipe souvent grandit parce que rarement on ressort. On a une blague d'ailleurs, c'est que une fois que tu es rentré, tu ne ressors plus. Mais en réalité, si, c'est juste qu'ils naviguent d'une certaine manière. On est beaucoup dans le test and learn, donc on teste quelque chose, on voit si ça nous plaît, si ça ne plaît pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Toujours autour des notions de flow quand même, parce que c'est quelque chose qui est très énergisant.
Et c'est-à-dire oui, les notions de flow que globalement tout le monde maintenant connaît parce que c'est vachement à la mode, mais c'est ces tâches, c'est ces moments en tout cas où on se sent complètement perdu et en pleine immersion et plein d'énergie. On a l'impression que le temps passe sans qu'on le voit passer en fait, avec un vrai moment de plaisir, avec de l'énergie recyclable à mort. Donc ça veut dire que quand on utilise énormément d'énergie dedans, mais en fait on repart avec 2 fois plus d'énergie autour. Et donc c'est une notion qu'on travaille régulièrement dans l'équipe. On prend du temps de le faire d'ailleurs. Ça se fait pas en 3 secondes parce que c'est beaucoup de questionnements, d'observations. Ça passe par beaucoup d'observations. Et donc, oui, ça fait partie en tout cas des outils, ou en tout cas que moi je peux... Oui, donc toi tu travailles, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que toi tu travailles à créer ce flow, là, cette énergie qu'on cherche tous, individuelle et collective de flow. Et donner envie derrière à travailler ensemble. Hein. C'est ça qui génère énormément d'énergie qui attire. Alors qu'est-ce que tu observes parfois ? Donc j'imagine, j'en sais rien, tu es en réunion. Ou est-ce que c'est en dehors des réunions ? Est-ce que tu peux nous parler d'une chose que tu observes et qu'est-ce que tu en as fait pour améliorer ce flow ? Alors, en réunion, ce qui est très difficile, c'est que moi, là, j'ai parlé un peu de mon équipe directe, mais bien évidemment, notre seule raison, c'est d'aller gérer des projets pour les autres. Oui. On a changé quand même des ERP. Les personnes qui ont changé un ERP dans l'entreprise savent à quel point c'est un changement culturel. Nous, on l'a mené pendant plus de 6 ans sur plusieurs BU, dans différents contextes. Et maintenir la motivation d'une équipe dedans est très, très, très difficile. Oui. Mais aussi de maintenir ça dans une entreprise parce que forcément, ça passe par beaucoup de risques, toucher à la satisfaction client, optimiser certains process, faire autrement, externaliser des activités, internaliser des activités. Et donc, il faut mettre tout le monde à l'aise avec ces changements. D'accord. Et donc, moi, comment je l'observe le flow, et que tu en as besoin de ce petit moment à toi où à un moment, tu te retrouves, tu es tout le temps tourné vers les autres. En tout cas, mes équipes sont vraiment obligées d'être tournées vers les autres parce qu'ils incarnent d'une certaine manière ce changement. Même si ce n'est pas eux qui le propulsent, même si ce n'est pas eux qui font l'axe stratégique et le besoin, en tout cas, au niveau de la direction, c'est eux qui le portent d'une certaine manière, de manière transversale en plus, sans hiérarchie. Et quand vous changez des outils, bien évidemment, tout est la faute de l'outil, on s'en doute. Mais le flow, il est extrêmement important parce que ce sont ces moments d'échange où ils vont récupérer de l'énergie positive. Ça passe, et pour chacun, très différent. Moi, j'ai des gens qui adorent faire partie d'autres projets. D'accord. Je les ressors de certains projets où ils vont faire partir d'autres projets. On en a une règle de ne pas passer trop du temps sur certains projets. Il y a des gens aussi qui leur donnent beaucoup d'énergie, donc on va faire en sorte de se switcher des projets et faire en sorte de travailler avec des personnes qui nous inspirent. C'est ce que je disais, le donner envie. Oui. On va se retrouver très souvent autour, on va essayer de se faire des petits ateliers ou des moments de réflexion. Mais une des plus grands, pour moi en tout cas, une des plus grandes, un des paramètres pour moi, c'est d'être capable aussi de dire que parfois je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue, je dois porter un truc, ça on en est trop. Ça veut dire que tu as des espaces pour dire ça ? C'est-à-dire que, oui. Est-ce que tu as des espaces où tu parles de ce flow et des espaces où tu peux dire que tu es perdu ? Est-ce que tu peux nous les décrire, ces espaces ? Oui, pendant très longtemps. Alors, sur la partie qui est plus sur les limites, parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée. Donc, il faut à un moment l'accumuler. On en avait, maintenant on le fait beaucoup moins parce qu'on est moins dans des grosses phases de déploiement. On avait tout ce qu'on appelait la poubelle d'émotions. Donc, on le faisait à la fin de chaque semaine et on avait 15 minutes pendant un moment où tout le monde s'exprimait devant les autres et on avait 0 forme. D'accord. Non à la forme. Donc, est-ce que c'est à nous de faire la poubelle d'émotions ? Non, bien évidemment. Mais est-ce que c'est l'entendre ? Et on sait juste que dans ce cadre-là, tu sais que c'est un truc qui n'est pas rationnel. Ça en fait beaucoup de bien, en fait, de ne pas mettre tout le temps de cadre. Oui. Et de se rendre compte à quel point c'est absurde et à quel point on peut prendre au sérieux quelque chose. Or, ça ne l'est pas. Donc ça veut dire que la poubelle d'émotions, chacun pourrait arriver et dire je suis super en colère de ce qui s'est passé, mais ça veut dire que parce que pour entendre, j'entends certaines personnes, tu vois, qui pourraient nous écouter dire
Et donc, comment tu gères si dans cette poubelle à émotions, il y en a deux qui se sont engueulés sur un projet et qu'il y en a un qui dit « Ah, je suis super en colère, j'en ai marre de travailler comme ça. » Mais quand t'as pas la forme, tu peux un peu dire des tu qui tuent. Et l'autre qui est à côté, il a rien le droit de dire, mais il prend la colère quand même. Est-ce que c'est ça Alors, en général, quand il y en a un qui part en colère, les autres, ils arrivent. J'ai de la chance dans ces cas de figure-là, dont l'exemple me vient à l'esprit. C'est aussi, j'ai de la chance, ça dépend, ce genre de choses, tu les mets énormément, et c'est les choses dont on n'a pas du tout parlé, en fonction de la maturité de ton équipe. Très bien. Pour moi, c'est extrêmement important, quand on parle de bien travailler ensemble, de prendre toujours en considération ce paramètre. Et quand je disais tout à l'heure des choses step by step, et c'est des process, pour moi, je ne mets pas la même intensité des choses, je ne fais pas les mêmes choses avec des équipes qui sont très jeunes, qui viennent de se former, qu'on doit mettre dans une dynamique, qui doivent apprendre à travailler ensemble. Même une équipe projet, qui est transversale, tu ne mets pas les mêmes choses. Quand on a de la maturité, c'est là où ça commence à se marrer bien. Oui, c'est ça. Parce que la maturité... D'où l'intérêt d'avoir moins de turnover. Oui. Maturité, elle est top parce que, vous savez vous connecter autrement, très vite. Vous vous connaissez parfois, moi quand j'étais dans des situations de croissance externe, vous achetez une entreprise, vous arrivez, vous déballez vos outils et puis vous commencez à faire tout ce qui peut être préconisation d'orga, évaluation, outils, changement, intégrer dans des... En fait, chacun sait à peu près quoi faire, chacun a son rôle. Et oui, dans la maturité, on peut faire beaucoup de choses. Donc quand on voit quelqu'un... on sait quand ne pas dire ou pas dire, mais ça se régule. Et puis, il faut toujours un régulateur. Souvent, on choisit la personne qui est le régulateur, d'ailleurs, parce que ce ne soit pas toujours la même. Et, mais ce n'est pas la chose dont je suis forcément... C'est quelque chose qui a fonctionné bien pendant un moment. Mais parce qu'on était dans des très forts moments de déploiement et ce n'était pas forcément évident. On n'avait pas trop le... C'est un peu comme l'enfant à l'école qui se contient toute la journée et maman arrive le soir et puis là, c'est la fiesta. Pendant 15 minutes, ce quart d'heure de folie. C'était un peu ça pour nous. D'ailleurs, c'est ça qui était inspiré. L'origine, c'était ça, en disant, non, il nous faut notre quart d'heure de folie où tu ne te contiens pas. Et voilà. Mais c'est quelque chose qui est très simple. J'en ai plein d'autres exemples. Et la maturité de l'équipe, il y a quelque chose de très confortable. Moi, j'en ai vraiment 2 choses que je fais régulièrement pour bien travailler ensemble. Et je le fais et avec mes équipes, mais je le fais aussi avec mes pairs, avec d'autres directeurs, etc. C'est quelque chose qui est très important. La première, c'est d'accepter que les gens changent au fur et à mesure. Alors, on ne change pas profondément, mais l'ordre de nos valeurs parfois change. Avec l'âge, il y a des choses qui changent. Avec certaines compétences qu'on acquiert, il y a la posture d'expertise qui change. Nos envies d'avoir une place dans une équipe changent aussi. D'accord. Un positionnement, etc. Et en fait, je me rappelle quand on était dans des gros moments de flux tendu, je suis arrivée à une phase où c'était très, très... j'ai senti des tensions, je n'étais pas habituée. On était dans une flot de solidarité et de performance. Mais c'est un peu le souci de la performance et le flux tendu, c'est que tu ne regardes plus certaines choses. Et en fait, les gens, ils avaient fait un peu... Chacun allait dans certaines directions, des envies. Moi, j'étais au milieu de tout ça, je le savais. Je ne m'étais pas rendu compte qu'ils ne le voyaient plus. Il y avait des gens qui avaient commencé, ils avaient 25 ans. Puis à 28, en fait, oui, on le voit avec d'autres... Enfin, moi, je le voyais avec d'autres yeux, mais d'autres personnes de l'équipe, pas. Ça restait le petit bébé chez nous. Et puis, vice-versa, d'autres inspirations. Donc, je me suis dit, on est arrivé à un stade où quelqu'un m'a dit « Oh là là, le highlight de ma semaine, mon moment fort, c'est quand quelqu'un m'a dit merci. » Et là, je dis, mais oh là là, on est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé, Yelina ? À quel moment tu as raté ce virage ? Un truc où moi, je suis hyper à cheval d'observer et de faire. À quel moment on est tellement dans le flux tendu que je ne me suis pas rendu compte que ça faisait beaucoup trop longtemps. Qu'on vit des transformations et chacun cumule des choses qu'il vit à travers les relations avec les autres, les relations qui te font grandir quand tu fais ce type de projet. Et il y a une maturité qui se forme et qu'à un moment, on l'a partagé comme il fallait. Du coup, moi, quand j'ai des équipes qui performent, c'est très difficile de les sortir de leur flux tendu. Oui. Ils sont toujours au service des autres, c'est un vrai engagement, tu vas prendre une demi-heure pour toi, c'est un carnage, c'est crime contre l'humanité, si tu dois lire un article parce que tu comprends, on aurait pu performer pour quelqu'un, et donc voilà. Donc il fallait marier l'utile avec quelque chose qu'on va travailler profondément. Donc là-dessus, je me suis fait aider parce que je voulais faire partie de l'aventure, donc, et là, dans ces cas-là, il ne faut pas
animer par soi-même. Oui. Donc j'avais demandé à quelqu'un de venir animer pour nous quelque chose qui était en 2 phases. La première, c'est de se présenter comment on se voyait pour la première fois, un peu comme dans un couple. Oui. C'est se rappeler pourquoi on est tombé amoureux de quelqu'un. Et à un moment de se dire que oui, à 30 et à 40, on n'est pas les mêmes personnes en fait. D'accord. On est toujours... le fond est là, les envies sont là, on est peut-être juste inspiré par d'autres choses et que maintenant, notre cerveau, il est maturé autrement. Et le deuxième, c'était de présenter un outil, alors on est dans le pragmatique bien évidemment, présenter un outil qui pourrait leur servir tous les jours et qui, pour voir le côté pratique et comme ça on n'a pas l'impression qu'on a perdu du temps. Et donc, ce qui était génial est que quand tu demandes à quelqu'un qui se connaît très bien de se présenter pour la première fois, c'est absolument magique tout ce qui se passe, parce qu'ils vous sortent toutes les choses de manière très concise qui feront que tu auras envie de bosser avec eux. Et donc l'exercice consistait derrière de mettre les photos de chacun et autour chacun devait donner la perception de comment il a perçu la présentation de la personne, son pitch, de dire voilà qui je suis aujourd'hui, vous me connaissez pas mais voilà qui je suis. Et ça a été un des moments, c'est quelque chose que j'avais fait pour l'équipe et tout ce qu'ils ne se sont pas rendus compte sur le coup et qu'ils m'ont fait mon plus beau cadeau dans ma carrière. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'arrivé à moi, il y avait un moment où ils ont mis c'est le leader à grand cœur. Et là, je me suis effondrée en larmes. Parce que j'ai dû prendre des décisions très difficiles, que ce soit dans les préconisations de certaines organisations, pour mon équipe, externaliser certaines choses, de devoir tout le temps expliquer certaines décisions, et que ce soit des décisions que moi j'ai prises ou que j'ai dû préconiser. C'était pas forcément des positions très très faciles, et ça veut dire qu'ils m'ont quand même vue parce que tout est guidé avec beaucoup beaucoup de cœur. Et je me suis sentie très vue. Très vue, hein, c'est vue, ça oui, ouais, vue, vraiment. Ouais. Et surtout que j'ai été assez fière parce que ça veut dire aussi que je me suis laissée voir. Ça veut dire que j'ai laissé à un moment à un autre il y avait un autre post-it qui disait toujours sans débordement, hein, mais ça veut dire que j'ai laissé aussi montrer que parfois je ne savais pas, que parfois j'avais besoin de prendre du temps pour faire certaines choses, que tout n'était pas toujours évident et on faisait pas les choses avec les claquements de doigts et en fait il le voyait. Oui. Il le voyait parfaitement et je l'ai laissé voir. Et ça restera un de mes plus beaux moments parce que je suis repartie avec tellement d'énergie, envie de donner encore plus. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que que les gens soient conscients que tu fais quelque chose avec tout ton cœur et que tu fais de ton mieux. Et bien sûr, ça a été un peu le cas de tout le monde au passage. Hein. Moi, j'ai été la conséquence. Mais oui, ça a été... Mais c'est intéressant parce que dans le milieu de travailler ensemble, là, ce que tu nous expliques, c'est la notion d'humilité. La juste humilité au service de la responsabilité. Et je trouve que la manière dont tu viens de le dire, moi, me touche beaucoup parce que moi, je te sens très solide là quand tu me parles de ta place, les décisions que j'ai dû prendre, donc sous-entendu pour assumer mes responsabilités collectives et individuelles. La difficulté d'un comité de direction, d'un manager, d'un être humain à prendre ces décisions-là. Et en même temps, t'as montré ça. Et dans ce que j'entends, c'est que tu as eu un magnifique retour, c'est-à-dire que dans cette juste humilité au service des responsabilités très claires, tu as été soutenue. Donc voilà. Et donc merci de ce témoignage-là, parce que c'est un chemin difficile. Parfois, on peut dire non, je vais pas dire que j'ai peur, je vais pas montrer que c'est difficile, c'est ma responsabilité, je suis payée pour ça, ils n'ont pas apporté ce stress-là. Voilà, on peut en donner pas mal, hein, des choses qui se passent dans notre tête à cet endroit-là, voire même de même pas y réfléchir une once d'instant, qu'on a des choix difficiles et courageux à faire. Donc merci de montrer que finalement cette humilité-là et de le vivre avec eux a amené certainement de la solidité. Alors j'ai une question, parce que si on fait lien avec l'élément très intéressant que tu as dit juste avant sur la maturité des équipes et qu'on n'emmène pas, qu'on ne travaille pas ensemble de la même manière qu'on a une équipe junior ou une équipe autonome et mature, est-ce que tu crois que tu aurais pu faire la même chose avec une équipe junior ? Je ne l'aurais pas fait dans ce format-là, très probablement. D'ailleurs, non, je ne l'aurais pas fait dans ce format parce que j'ai d'autres équipes qui sont ajoutées entre-temps. Là, ça se travaille autrement.
D'abord parce qu'ils sont souvent autour d'un projet, il faut qu'ils trouvent leur place. Et la place, donc ça passe par un temps d'apprentissage. Et moi, surtout, tout ce que j'essaye de faire, c'est step by step. Jamais d'un coup. Jamais... on met à peu près 6-7 mois en moyenne pour apprendre à travailler avec quelqu'un, voir un peu toutes ses facettes, qu'est-ce qui le révolte, qu'est-ce qui ne le révolte pas. Donc, on fait des tests. J'essaye d'abord qu'ils se repositionnent un peu à certains endroits par eux-mêmes, et voir naturellement qui va aller vers quoi. Est-ce que ceux qui vont aller chercher plus le contact avec les autres et les autres services? Est-ce que c'est ceux qui vont plutôt se concentrer à trouver des outils pour être plus performants et les mettre en place pour tout le monde? Moi, j'ai découvert aussi que j'ai eu beaucoup de difficultés à un moment de me dire que les N-2, j'ai souvent eu des N-1, mais les N-2, tu commences à perdre quand même le lien direct et tu dois laisser d'autres personnes opérer. Je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais beaucoup plus de difficultés à le faire. Aujourd'hui, je trouve ça fabuleux de voir des gens, en fait, qui essayent de trouver leur propre chemin autour. Et du coup, dans ces équipes plus jeunes au sens de maturité, je pense qu'il faut beaucoup d'exemplarité davantage, parce qu'il faut mettre un cadre. Et alors, qu'est-ce que tu appelles exemplarité? Parce que je trouve que c'est un mot qui fait... important et très galvaudé. Et donc, est-ce que tu peux prendre quelques minutes là, pour nous poser... L'avantage des équipes matures est que tu peux être un peu, comme le dit le livre sur Netflix, Règle pas de règle. Oui. C'est qu'à un moment, te donner des responsabilités, des consciences. On se connaît bien. Parfois, tu peux carrément manager ton propre manager parce qu'on est à l'aise de se dire des choses, parce qu'on est à l'aise de timer l'autre. Et moi, typiquement, ils peuvent se le permettre de le faire. Je suis très fière et contente de le laisser faire. Ils m'enlèvent une charge mentale incroyable quand ils me managent. Mais en dehors de ça, dans des équipes plus jeunes, je trouve que souvent, on doit chercher d'abord l'autonomie. Et donc, en fait, le problème de l'autonomie, c'est qu'elle passe par plusieurs phases. Et il y a toujours une petite phase de l'indépendance où il mélange autonomie et indépendance, qui est un peu pénible. Oui. Mais on sait tous qu'on va y passer par là. Oui, donc tu acceptes ça. Oui, déjà. Et donc en fait, c'est souvent tout ce que je dis. Non, là, on est allé trop loin. Là, non. Donc, c'est un peu tout ce qu'on fait. C'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'il faut accepter aussi qu'à un moment, il prendra une décision qu'il n'aurait pas validée. Qu'il ira en tout cas faire une initiative et en fait non, là ça a quand même concerné quelque chose, il fallait une validation de la direction et en même temps t'as pas envie de lui couper les ailes, donc arriver à un stade où on est interdépendant et en fait on se comprend, c'est très très compliqué. Donc quand je dis de l'exemplarité, c'est plutôt de mettre un cadre autour. Pour moi, c'est lié plutôt de donner un cadre pour qu'on soit très libre dedans. Et la recherche du cadre, il est toujours celui qui est le plus dur en fait, jusqu'où on va. Quelle est la limite où et puis dedans, je fais tout ce que je veux. Parce que c'est ce que j'essaie de dire toujours. Vous savez, quand vous n'avez pas de cadre, parce que, ouais, mais la liberté, tu sais, le truc. Ah ouais, moi je sais, la liberté, c'est une des choses les plus importantes pour moi dans la vie, donc il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle n'a de sens que si elle est dans un cadre. Sinon, ça s'appelle la folie. Et psychologiquement parlant, en fait, en réalité, ensuite, c'est la folie. Et une fois comme ça, oui, il faut accepter qu'il y aura des erreurs, il y a des choses qui se passeront qui ne sont pas toujours agréables, il faut être juste tout à fait conscient de leur côté, c'est que tu rattraperas le coup. D'accord. T'es là et tu rattraperas le coup, c'est pas grave en fait. Qui rattrapera le coup, toi ou la personne? Alors, ça sera moi, pour une première temps, ou le manager en question, que souvent en fait du coup je dégage énormément du temps pour le manager en question, parce que je sais que quand on doit manager une nouvelle équipe, on a besoin en tout cas de réfléchir à des choses partagées, faire, innover, peut-être se challenger sur certaines choses. Mais oui, pas forcément à la personne au départ, parce qu'elle est celle qui l'apprend et donc il faut d'une certaine manière guider. Et si tout on a envie qu'elle apprend, il faut qu'elle se sente en sécurité. Un peu comme les choses qu'on fait avec les enfants, qu'on met en fait sur un tapis. On lui évitera pas de tomber, on lui évitera pas le coin, mais on essaye quand même que le dégât ne soit pas trop grave. Okay. Et qu'on se retrouve dans les urgences. C'est un peu la même chose. Donc, l'observer de près quand même, être sur lui pour qu'il puisse opérer, il faut qu'il soit dans des conditions de sécurité. S'il se sent seul, il sait que derrière, il faut assumer tout de suite, c'est compliqué. Il faut le faire par la suite. Une fois qu'on a établi, on a fait 1, 2, 3 erreurs, t'es plongé, oui, là, il faut derrière porter ses propres responsabilités, bien sûr. Okay.
Très bien. Comment tu gères l'équilibre entre la gestion de la performance et de mener les opérations et ce temps de monter en autonomie, puisque c'est quand même deux sujets alors profondément liés et pour autant à manager différemment. C'est deux discussions un peu différentes presque. Et donc là, en t'écoutant, j'ai deux questions. C'est quel temps ? Donc, tu as une demi-heure de management ou j'en sais rien, 1 heure par semaine. Est-ce que c'est 30 minutes ? Est-ce que c'est aléatoire ? Est-ce que c'est en fonction de l'autonomie sur l'un ou l'autre des sujets que tu vas mettre le poids ? Alors, il y a les deux aspects. Hein. Le premier qui est le chapeau de la personne qui a des objectifs de performance, qui a bien évidemment un coût en face et qui doit délivrer des choses. Tu m'as dit un coût face ? Un coût, un financier. Coût. Oui, c'est ça. Donc, quelque chose, un budget. En face de ton salaire, qu'est-ce que j'attends de toi ? Bien évidemment. Et puis des délais de gestion de projet, des délais à mise en place, etc. Ma plus grande bataille dans l'entreprise, en tout cas à mon niveau, c'est de convaincre les gens, surtout quand on mène des sujets très structurels et des plans sociaux. C'est de convaincre qu'on ne finira pas forcément un chiffre, mais on finira un nombre de personnes qui dépend un peu de qui on mettra là-dessus. Parce qu'un poste, il est fait par la personne qui l'occupe et non pas par les missions qu'on a mises sur une feuille de route. C'est, je crois, un des plus durs défis que j'ai, moi, en tant que directeur, à faire passer dans l'entreprise. Parce que souvent, on veut savoir, mais à combien ? Oui, mais la masse salariale, on va terminer à combien ? Et puis sur ce projet-là, tu penses qu'en 6 mois, on va le faire comme ça ? T'es là, oui, tout à fait, je comprends les chiffres, je comprends en fait, je suis la première qui manage par les chiffres. Bien évidemment, on a des choses, on doit avoir cette logique-là. Mais néanmoins, en fonction de la personne qu'on va mettre en place, à quel point elle est mature, sa capacité à s'investir, sa capacité à gérer certains sujets, la fluidité de relation et les soft skills qu'elle va en avoir, oui, non, ça ne veut pas. Oui. Vous allez avoir toujours des gens qui performent plus que d'autres. Et c'est pas grave dans une équipe, en fait. L'idée de savoir, c'est à la fin, quelle est la proportion entre ces deux-là. Oui. Comment on les soigne. Et donc, pour la première partie, oui, c'est le plus difficile et de convaincre qu'on a besoin du temps pour, choisir les personnes. Oui. 2, les former. 3, les mettre dans un état d'esprit là-dessus où ils doivent performer, mais en même temps, ils doivent vivre tout un changement ou de s'adapter à une équipe, à s'adapter à d'autres équipes, à travailler en transversal, etc. Donc, ça reste une bataille. Je pense réussir au fur et à mesure à négocier. Parce que quand on les met dans des belles dynamiques, on se dit « Ah ouais, on a bien fait d'attendre ça ». Ou par des fois, je suis écoutée quand même. Fait que ça veut dire que j'ai réussi mes paris. Mais oui, je négocie un maximum du temps. Je dis non, il faut 6 mois de plus, on va pas faire comme ça. Par contre, derrière, je vous garantis qu'on va économiser sur autre chose. Donc souvent, c'est une négociation. Écoutez équipe. Alors, les gens sont impatients, souvent. Ouais. Écoutez équipe. Ouais, et je pense que là, on touche un sujet primordial de la difficulté à voir. Finalement, du hard skills, on la voit. Oui. Et donc, on peut la mesurer. Donc, ça rassure dans cette un peu culture de la performance. Et j'ose dire ici un peu une culture de la peur. Que créer l'envie, manager l'envie, ça prend du temps, mais ça se voit moins. Oui. Et donc, est-ce qu'on est reconnu, évalué en tant que manager quand on a des équipes qui délivrent ou quand on a des équipes qui délivrent et qui, en plus, sont super plaisantes à travailler avec ? Est-ce qu'il y a une différence d'appréciation ? Je ne sais pas. Et donc, tu viens exprimer, formaliser ici à quel point c'est difficile de faire comprendre que dans la société économique dans laquelle on vit aujourd'hui, travailler à la fois sur les hard skills et les soft skills, c'est devenu majeur. Oui. Et qu'en même temps, j'ai entendu le souci que tu as de dire... Le temps que je vais investir là, etc., où on va perdre un peu de temps et donc perdre un peu d'argent, je vais en gagner ailleurs.
Donc moi, j'aime beaucoup cette notion de business partner que je cherche souvent moi, dans les accompagnements avec les entreprises, où c'est un des sujets sur lesquels on cherche à accompagner les gens. On ne peut pas faire du développement personnel pour du développement personnel, ce n'est pas le sujet. C'est je dois travailler à monter en autonomie sur des projets qui intéressent des gens et qui intéressent l'entreprise. Je dois conforter ça dans un business model peut-être un peu plus large que ce qu'on me demande. Est-ce que je résume Tout à fait. Ok. Voilà. Comme ça, vous aurez en auditeur peut-être deux manières d'exprimer ce sujet qui, je pense, te tient à cœur et me tient à cœur et qui est peut-être pour moi, primordial. Ce que tu dis, je passe mon temps à convaincre, ça me semble primordial dans le fait de remobiliser les gens dans l'entreprise, leur redonner envie, tout en regagnant de la performance pour des gens. Donc, voilà, merci. Le temps file, et donc, il y a un autre sujet que j'aurais bien aimé aborder, parce que pour l'instant... on a eu différents profils, mais t'es la première membre de Codir que je reçois. Travailler ensemble dans un Codir, c'est un vrai sujet avec des gens qui ont souvent très très envie. Et pour autant, c'est la personne qui porter cette responsabilité de Codir, elle n'est pas évidente. Est-ce que tu pourrais, toi, me donner ton regard ou des astuces ou des choses que vous vivez ensemble ou des difficultés. Et encore une fois, les difficultés, on les rencontre et à tout moment, on se dit qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, il n'y a pas de jugement sur ce qu'on est en train de se dire. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éclairages ? Alors, pour mettre un contexte sur le dernier Codir qu'on a mis en place autour de la publicité, moi, j'appelle ça un Codir plutôt jeune, parce qu'il n'est là que depuis 4 ans, avec bien sûr toute la transformation des métiers, surtout côté business, qu'on a vécu. Oui. Donc, beaucoup d'enjeux de changement, beaucoup d'enjeux de pression sur le middle management. Parce qu'en fait, ce qui est absolument incroyable au niveau de Codir, et bien sûr, on est plutôt sur des axes stratégiques, on va retomber là. Moi, j'ai tout le business de toutes les qui est autour de la table, qu'ils ont des besoins, qu'ils doivent pouvoir les exprimer. Mais ensuite, toi, tu dois avoir aussi une opinion, un regard sur ça. Même si tu n'es pas de côté business, tu dois quand même, tu travailles pour eux. En fait, l'idée principale, c'est que tout ce que tu mets en place, ça leur sert tous les jours. Et en fait, il y en a 2 choses qui sont assez curieuses. Le premier, c'est qu'à chaque fois, il revient à la question de comment on redescend ça en middle management. Parce que moi qui viens de monde plutôt très IT et innovation, je vais parler avec un exemple plutôt de logiciel. Le problème, c'est que c'est un peu comme si vous en avez 2 logiciels différents. Le premier, c'est la partie Codir, la direction qui va réfléchir à des choses, qu'on va essayer de mettre en place des choses, qu'on va être autour des chiffres, les budgets, etc. Repartager ses peines, ses difficultés, essayer de trouver des solutions. Ces axes stratégiques qui restent très macro quand même. Et puis ensuite, vous avez la réalité de terrain qui est vraiment côté commerce, business, qui vont performer, qui vont faire certaines choses. Néanmoins, certaines décisions, comme on dit, le diable est dans le détail. Et il se trouve qu'en fait, c'est un peu comme vous avez 2 logiciels qui ne parlent pas le même langage. Il vous faut un hub au milieu, c'est le middle management, le fameux hub qui va faire la traduction. Donc, vous avez des API à mettre au milieu, etc. Donc, tout ça se travaille. Et souvent, beaucoup de nos actions qu'on doit mettre en place, et qu'on a mis en place d'ailleurs, sur les derniers 4 ans, étaient autour de comment, en fait, et c'était vraiment une préoccupation, comment le middle management porte tout ça, comment on fait la traduction. Parce que tu as une certaine conscience quand on est en Codir, il y a de la vision, il y a plein de choses et des projets qui se profilent. On a une conscience vers où on va aller parfois, ou pas d'ailleurs, parce que tout change très vite. Avec l'IA, j'en parle même pas. Et donc oui, ce middle management, j'ai envie de vous dire, ça revient à tous les Codir. Donc c'est intéressant parce que le sujet pour le mieux travailler ensemble, il n'est pas tant sur comment on travaille nous ensemble, mais c'est sûr dans la responsabilité, comment ce qu'on va décider ensemble, ça va vraiment avoir de l'impact en étant porté par le middle management. Tout à fait, c'est vraiment ça. Le middle management, ça fait partie de ces traducteurs qui est extrêmement important et dont on doit prendre soin. Et la deuxième chose est que oui, au Codir, on en a bien évidemment, c'est... toutes ces réflexions-là où on n'a pas toujours les réponses. Il y a toujours ces petites guéguerres entre « oui, mais moi, je suis business, toi, tu ne l'es pas, toi, tu es support. » Donc,
à quel point tu es vital pour l'entreprise. Je n'aurai pas la discussion quel organe vital on est. Mais néanmoins, il faut qu'on avance tous ensemble. Et l'un sans l'autre, on ne peut pas. L'innovation est une des clés, en tout cas, avec lesquelles on arrive à faire la transformation de certains de nos métiers. Oui. Et elle peut faire très peur. Oui. Donc souvent, ma position à moi, entre les budgets, l'optimisation des process, essayer toujours de gagner de l'argent de partout, c'est vrai que ça peut générer toujours des discussions, de la peur, etc. Mais oui, ça arrive encore de poser la question, oui, je dois modifier ce truc-là, je m'adresse comment à qui ? Je m'adresse toujours aux mêmes personnes, hein. On est là, on fait de la même manière. Mais oui, c'est un vrai sujet, travailler ensemble au quotidien. Mais il y en a toujours ce petit côté un peu business performance et Oui. Innovation, centre d'innovation, support. Moi, je l'appelle ça la direction de support. Et tu aurais un exemple, parce que c'est vrai que c'est des sujets voilà, très classiques que tu évoques là. Est-ce que tu as eu l'impression dans ces 4 dernières années qu'à certains moments, vous avez réussi à craquer ça et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Est-ce que tu as un exemple où justement vous avez réussi à sublimer ce sujet t'es business, t'es pas business, je défends mon territoire et le travail de mes projets, voilà, plutôt que d'arbitrer des choses qui m'arrangent pas mais qui font faire avancer le collectif. Ça, c'est des sujets très récurrents. Est-ce que tu as... je te pose une colle, hein, parce que je crois que celle-là, on l'a... Oui, réussir, oui. Sinon, franchement, ça aurait été vraiment, vraiment grave. Néanmoins, on a eu... alors, j'ai 12 éléments de réponse. Oui. La première, c'est que même la dynamique a été, d'un coup de dire, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'on avait pris très au sérieux. Et donc, la personne que pendant quelques années, qui n'est plus dans l'entreprise, en tout cas, devait animer ça, elle s'est fait quand même aider par quelqu'un d'externe. D'accord. On s'est fait pour pouvoir essayer de péter de sujets, d'essayer de créer une dynamique, parce que ça va très bien, hein. Au final, c'est pas que ça ne va pas mal, mais en fait, il faut se mettre quand même dans une dynamique. Oui. On se connaît bien. En même temps, en parallèle, on avait plein de changements et des sujets dont il fallait raconter. Ce qui était très important, en fait... et où ça a commencé à marcher très bien, c'est quand on s'est rendu compte que forcément, chacun tire sur les choses sur lesquelles il est évalué et sur lesquelles on l'attend. Oui. Accepter que par des moments, tout ce que tu vas dire et comment tu vas le dire, il est très important. Mais surtout de ne pas rentrer dans les détails, toujours à valoriser tout ce qu'on fait. Donc moi, je sais qu'à mon titre purement personnel, je faisais le grand erreur il y a quelques années au CODIR, c'est de mettre mais vraiment tout ce que je pouvais pour montrer à quel point les équipes bossent bien et on performe et à quel point les impacts sur leurs propres équipes sont top. Et en plus, souvent, moi, je mets des indicateurs d'alerte en disant on a vu telle et telle équipe, sachez qu'on vient de passer 3 jours avec eux, vous avez une alerte là, là, et là, et là, et là. Et en fait, oui, j'en disais trop, en fait, enfin, sur des sujets qui, bien évidemment, il les voit de loin parce qu'ils ne sont pas évalués là-dessus. Le business, typiquement, il est évalué sur le chiffre d'affaires qu'il fait. Oui. Et les objectifs qu'il va remplir. Donc, oui, de loin, c'est intéressant. De près, oui, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je fais beaucoup plus consistant, plus rare. Je n'interviens pas forcément toujours, j'interviens sur les sujets, je n'interviens pas forcément à présenter tout. Laisser de l'air et de la place là, il faut fuser et faire plus de brainstorming, plus de la place peut-être même au marketing ou à côté transfert digital, parce que c'est les partenaires directs et c'est là où il faut avoir le plus fort dialogue. Donc moi je suis au milieu pour traduire, mais voilà, donc on a trouvé quelque part une sorte de rythme dedans. Et surtout, qu'est-ce que je fais ? Je mets beaucoup moins de choses que tout ce que je pensais, très macro. Parfois, je ne mets même pas la liste des projets et les gens me disent « Ah ouais, mais c'est canon !» C'est très bien. Ouais, c'est intéressant parce que l'image qui me vient quand tu me racontes, toi, ta progression, ta montée en compétences et en interdépendance dans le CODIR, j'ai le sujet de, tu sais, dans l'apprentissage du sport où les enfants à un certain âge, ils s'agglutinent tous parce qu'ils ont tous envie de gagner, de bien jouer, donc ils sont tous sur le ballon et qu'au fur et à mesure, ils apprennent à s'écarter, à pas forcément intervenir, mais à bien se placer, à observer le jeu pour voilà, jouer les passes décisives. Et voilà, j'entendais ça et
et ça me parle beaucoup dans tout ce que nous, on peut faire tous les jours ou ce qu'on peut voir tous les jours. Cette maturité-là, elle n'est pas évidente à acquérir. Et encore une fois, je trouve que tes propos, ils sont à la fois très business et comment chacun a envie de bien servir le business. Et en même temps, toujours sur ce flow, cette dynamique, cette envie. Donc on revient dans le mieux travailler ensemble, finalement dans ton discours, on revient sur cet équilibre donc, qu'on partage dans les convictions profondes, on partage, mais j'aime beaucoup la manière dont tu l'explicites. J'aurais envie d'adresser le sujet par un autre angle aussi, même s'il y a plein de fils que j'aurais envie de tirer et plein de détails que j'aurais envie de continuer à te demander. Est-ce qu'on pourrait aborder le sujet sous la limite ? Tu vois, c'est mieux travailler ensemble. Donc je l'ai abordé tout à l'heure. Parfois, mieux travailler ensemble, il y a des gens qui prennent le développement personnel et qui en font un sujet de fond, mais au final, moi, je le vois comme une limite, par exemple, en disant, trop de développement personnel, tue le développement personnel, etc. Est-ce que toi, tu vois des limites ou est-ce que tu as rencontré, avec tout ce que tu as pu faire, des limites ? Donc, tu nous en as donné une tout à l'heure où tu nous as dit, en fait, j'ai pas vu. Mais est-ce que parfois, tu as été trop loin ? Pas assez loin. Est-ce que tu as heurté des freins culturels, économiques ? Si, bien sûr, il y a énormément de limites, malheureusement. Mais c'est ça qui fait qu'on a un cadre. Oui, je trouve ça extrêmement difficile quand tu es manager ou quand tu dois gérer des projets. Quand tu n'as pas la main sur une des leviers les plus principales, qui est la rémunération ou le budget de ton projet ou les moyens que tu as pour animer quelque chose. Oui. Ça, pour moi, c'est très vite de limite. Parce qu'il va falloir très vite trouver un autre moyen pour animer, faire. Et donc, le développement personnel peut être un super argument. Ça peut être un vrai mot d'investir en la personne, l'inspirer, faire. Le développement personnel, ensuite, il faut convaincre la partie RH parce que beaucoup de RH ne sont pas convaincus par la démarche de développement personnel. Moi, en général, j'aime bien un bon mix. C'est un peu tout ce que j'ai fait quand je dis avec des gens qui performent. Parce que tout le monde n'est pas prêt à regarder et bien balayer devant sa porte. Mais si tu veux travailler avec quelqu'un d'autre, il faut quand même balayer bien devant sa porte. Ça passe par donc toujours un exercice de... Donc c'est ça le développement personnel, c'est d'être capable de balayer devant sa porte. Non et oui, mais c'est une sorte de conscience de soi quand même. Oui. Qu'on l'accepte pas. Et pour moi, le développement personnel doit aller dans ce sens-là plutôt de... il n'y a pas très longtemps, et j'ai un exemple très concret pour répondre à ta question, parce que j'ai trouvé les limites à un moment. L'année dernière, j'en ai vu que je gère des services support. Premier point, c'est qu'on oublie très souvent les services support, à quel point tu travailles dans l'urgence. La gestion des priorités, c'est quelque chose qui est juste toutes les minutes. Tu reçois des tickets, des demandes, tu dois monter un journal dans la journée, il y a de la prod. Et donc, tu es dans une logique quand même, tout le temps être sollicité, tout le temps répondre à une certaine exigence. Les gens t'appellent surtout avec des problèmes, jamais pour te dire un truc chouette. Oui. Et donc, ce que je dis, en soi, c'est pas grave. Ce qui complique les choses, c'est le volume. C'est vraiment le fait que tu le fais tout le temps qui fait qu'à un moment, il faut encaisser. Et l'année dernière, on est arrivé à un stade où, sur 23 personnes, globalement, tout le monde est retourné autour de gestion du stress, l'assertivité, savoir dire non, le porter, être à l'aise avec le dire non, surtout quand tu es dans le support, tu ne peux pas dire non. Hein. Oui. Quand tu es un service support, le non, c'est genre, c'est un gros X, non. S'autoriser quand même, dire que certains comportements, on n'apprécie pas ou autre chose. Et c'était toujours retourné, donc... moi, j'ai dit, très bien, dans ces cas-là, quelle est la solution qu'on peut faire ensemble ? Est-ce que, par exemple, une formation autour du développement personnel, ça pourrait être quelque chose, ou en tout cas des outils qui permettraient juste de mieux travailler ensemble avec les autres et mieux piloter son stress. Oui, et là, tu as la formation gestion des priorités et comment... voilà, donc tu as des outils qui ne sont pas forcément du développement personnel, mais la formation à la gestion de priorités. Et puis après, il y a toute la posture... d'acceptation de comment j'accueille et à quel point je suis à l'aise avec tout ce que j'ai fait, voilà, et à quel point je me le suis autorisée moi-même. Et l'idée, c'était de voir quelque chose de concret, des petits outils qui servent à tout le monde,
J'ai eu beaucoup du mal à convaincre et de percevoir que les gens, dès qu'il avait le mot stress, c'était tout de suite « Ah bon, ils sont stressés? Ah bon Ah non, 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 c'est pas qu'ils sont stressés, c'est que le stress au travail et dans une équipe support n'est pas le même. » Donc j'ai tout de suite vu comment la perception de développement personnel autour de ça a pu être vraiment limite péjoratif. Ah ouais, vous avez que des équipes stressées. Mais non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que j'ai des gens qui ont envie de bien faire et ils ont juste envie d'être à l'aise, d'avoir un peu de flexibilité avec eux-mêmes, un peu d'outils qui permettront que parfois, dans certaines situations, on réagit mieux face à l'autre et surtout on se respecte davantage. Oui. On n'est pas toujours plié face à l'autre. Et j'ai eu beaucoup du mal à convaincre sur le budget. Rationaliser. 2, sur la démarche autour, parce qu'encore une fois, on a cette image de stress comme si, en réalité, pour chacun, c'est très personnel, en fait, cette perception-là. C'est pas forcément quelqu'un qui est tout le temps dans tous les sens. Je peux vous dire que les gens qui sont les plus calmes physiquement, c'est ceux souvent qui gardent à l'intérieur le plus. Oui. Et ce sont des vraies bombes en retardement. Et ce qui était beau et qu'on avait fait du coup cette formation-là avec certaines limites justement à dire, en fonction de l'équipe, les gens, jusqu'où on peut aller avec la formatrice, en fait, on savait jusqu'où on pouvait pousser dans le développement personnel. Oui. Et bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas prêts et tu te rends compte toujours dans ces moments-là que ce n'est pas la réponse du tout parce que certaines personnes juste n'ont pas envie oui. de se poser ces questions-là et non... surtout, ce qui est important est de ne pas avoir de jugement des dents, parce que l'objectif, c'est justement de ne pas se juger. Quand on dit balayer devant sa porte, c'est ne pas se juger. Comment tu gères ces gens qui n'ont pas envie, mais qui opèrent à des responsabilités où ça va pénaliser le collectif et l'entreprise et la personne, de toute façon, toujours? Alors, je les laisse un peu tranquilles. D'accord. Parce qu'il faut qu'ils digèrent s'ils se rendent compte de quelque chose. Et puis, je ne peux pas forcer quelqu'un en fait, à changer ou à adopter quelque chose s'il n'en a pas envie. On revient sur la même chose. Tout à fait. Par contre, une fois qu'on prend conscience, on partage ça un peu avec les autres. Et c'est plus facile parce qu'ils savent juste que c'est un mur. Et puis, tu as une sorte de conscience que c'est un mur. Ça soulage aussi de dire que tu ne peux pas faire. Il y a une forme de lâcher prise. Tu ne peux pas, c'est tout. C'est comme ça, en fait. Quand je dis, c'est travailler bien ensemble, c'est un bidirectionnel. C'est un vrai flux bidirectionnel. Tu ne peux pas forcer les gens, en fait, de t'aimer bien. Et tu ne peux pas forcer les gens à travailler avec toi. À un moment, c'est juste très professionnel, plat, froid. Et tu essayes juste de éviter les interactions avec ces personnes-là au max. Alors, donc, c'est ça. Mais donc... Je vais pousser un peu, mais ça veut dire que tu acceptes, mais jamais, là, dans ton discours, tu te dis, je peux être amenée à accompagner cette personne vers un autre travail ou vers la sortie. Si à un moment, le fait que cette personne freine dans son accompagnement au changement, elle devient un frein pour le collectif et l'entreprise? Alors si, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans une logique de performance. Ce qui est le plus marrant parfois est que les très hauts performeurs, souvent ils ont quelques lacunes en soft skills. C'est un gros paradoxe qu'on observe et pourtant c'est le cas. C'est très drôle. Oui, le mindset il est très très important, mais en fait la première chose est bien sûr on va aller vers la personne. Mais si profondément elle n'a pas envie, parce que parfois elle n'est pas prête à se regarder, bien évidemment, on va pas la forcer non plus. Moi, tout ce que je fais avec les autres, en tout cas ceux sur lesquels j'ai la main, et ça c'est très très important pour les gens pour lesquels on a la main, c'est j'essaye de trouver d'autres choses compensatoires. On revient toujours à la même chose. Okay. On va essayer de compenser par ailleurs avec autre chose qui redonnera de l'énergie ou qui fera qu'on composera mieux. Et ces personnes-là dont tu dis les accompagner, oui, on va essayer. Ensuite, c'est quand même à la personne qui doit s'ouvrir et qu'on ne peut pas toujours... il faut, en tout cas, moi, j'ai mis beaucoup du temps, et je n'ai pas été toujours comme ça, d'accepter que parfois, tu ne peux pas tout changer chez les gens et tu ne peux pas les inciter à changer, tu ne peux pas faire. Le changement fait très peur et se regarder en face, être à l'aise avec qui on est, ça fait peur aussi. Donc ça, c'est une limite. Et ma question, elle était, mais tu es bien d'accord qu'il faut accompagner jusqu'à un certain point, mais qu'on a le droit de dire stop à un moment aussi. Tout à fait. Ok, très bien. C'est ce que je voulais entendre. Oui, tout à fait. Et pour pas que je ne l'ai pas dit aussi clairement. C'est ça. Pour que on soit clair sur dire mieux travailler ensemble. On peut mettre de l'énergie à accompagner, mais qu'à un moment, parfois, il faut aussi savoir dire stop quand c'est trop. Peut-être une de mes dernières questions, mais
Tu as parlé tout à l'heure de l'énergie, de dire que cette démarche-là nécessite beaucoup d'énergie, donc j'imagine beaucoup d'envie. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est une limite ? Est-ce que toi, parfois, tu as des limites à l'énergie que tu as envie de mettre à ce sujet-là ? Voilà. Ah oui, carrément. Ma réponse est un gros carrément. Parce que personnellement, je fais partie de ces profils-là où je suis un gros early adapter de tout. Globalement, je suis capable à être emballée par des projets juste parce que ça me semblait génial et j'ai envie d'en faire partie. T'as pas besoin de me convaincre ou autre chose, moi j'y vais. Donc il faut que je choisisse bien sur quoi je m'embarque parce que... forcément, je n'ai pas de l'énergie à revendre. Oui. J'ai des grandes équipes, j'ai des responsabilités, j'ai des magnifiques projets. J'ai des enfants, une vie personnelle et un mari. Donc, il y a quand même tout un univers à animer avec beaucoup d'énergie. Ce qui est important est, d'être conscient de son énergie. Moi, aujourd'hui, chacun est différent avec son moteur et de savoir sur quoi on met l'accent. Moi, l'accent, je le mets sur là, il y a de l'impact. Parce que je suis une personne à impact, parce que je suis quelqu'un que je ne vais pas m'embarquer maintenant, et ce n'est pas été toujours le cas, ce n'est pas vrai. Quand j'étais plus jeune, peut-être à la petite trentaine, là, je pouvais tout embarquer dans tous les sens, sur toute l'énergie que je n'avais, etc. Naïvement, je pensais aussi que je pouvais tout changer. Et alors, quels sont les critères d'impact ? Quels sont tes critères d'impact ? Parce que j'adore. J'interviens là où j'ai de l'impact, mais comment tu catégorises ou priorises les endroits où tu as de l'impact aujourd'hui ? L'impact, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas forcément moi, Evelyne, arriver à changer le monde. C'est à quel point, en fait, ma contribution sur un sujet fera qu'il y aura quelque chose qui bougera les lignes. Okay. Je sais très bien qu'on ne le transformera pas. Je sais très bien qu'il n'y aura pas un changement radical parfois. Mais si ça bouge ne serait-ce qu'une ligne... et c'était un peu l'exemple tout à l'heure des fameuses formations pour naviguer et piloter son activité à travers le stress, en tout cas les facteurs de stress, c'est de dire si on a au moins une chose avec qui l'on repart et que ça fait changer profondément la vie de quelqu'un, oui. C'est très bien. Et pour te dire, sur ce type de formation, moi je sais que j'ai mis beaucoup d'énergie de convaincre, de faire, d'obtenir, de le construire, parce que je sais que ça pouvait avoir un impact sur les gens. Et l'impact, je le mesurais comment ? Quand je n'avais l'épouse d'un des personnes qui a fait la formation, qui m'a dit, et que j'ai croisé, qui m'a dit « Oh, mais cette formation-là, dommage qu'il ne l'a pas eue il y a 20 ans. Notre mariage serait passé complètement différemment. » Ou d'autres gens qui me disent « Ah, mais tu sais, moi, tous les jours, j'utilise un truc, je n'en étais jamais consciente, et finalement, ça me fait un bien fou. » Et bien c'est bon, on a l'impact. D'accord. Et ça me va. Et est-ce que ça transforme quelque chose de... Non, bien évidemment. Mais à ma petite échelle, c'est quelque chose à qui je suis repartie. J'ai eu du sens dans ma journée. Oui. Et donc, ce que j'entends, en fait, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'entends en fil conducteur dans pas mal de mes interviews. Il y a une espèce d'intégration innée de la responsabilité un peu économique. Oui. Et un travail presque, c'est pas caché, mais tu vois, là, dans l'échange, il ressort assez peu. Donc, il y a un travail presque caché de prioriser ces impacts économiques et de les réfléchir pour dégager du temps pour mieux travailler ensemble. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant, cet échange à ce niveau-là. Donc, tout ce travail en amont pour être disponible pour la relation humaine, pour créer le flow, pour créer la montée en autonomie et pour faire en sorte que l'aventure qu'on vive, ça reste une aventure humaine plaisante. Et donc, ce que je retiens aussi, c'est l'envie. Et peut-être que, à t'écouter, moi, j'aurais envie d'inviter chacun à dire, mais en fait, est-ce que quand vous êtes manager, leader ou même contributeur de l'entreprise, parce qu'à n'importe quel niveau, vous pouvez contribuer au mieux travailler ensemble, est-ce que vous avez envie de ça ? Et de ce fait, est-ce que vous travaillez suffisamment bien votre performance économique pour être capable de mobiliser du temps sur cette relation et ce temps ensemble ? Et après, il faut les outils. Ce que j'entends, et j'aime beaucoup, parce que toi, tu transformes beaucoup cette notion de soft skills en plein de petits outils, et tu n'en fais pas quelque chose un peu de vaporeux qu'on peut mettre autour des soft skills et du développement personnel, mais tu fais des outils au service d'une posture un peu interdépendante et de flow et d'envie.
Très bien. Est-ce que, pour clôturer ce moment ensemble, est-ce que toi, tu aurais envie de synthétiser? Est-ce que tu aurais une phrase ou une dernière idée ou l'envie de faire passer un message fort sur ce thème aux gens qui nous écoutent? Il y a... Oui, et je pense que je peux en faire encore un podcast entier là-dessus. J'ai deux choses. Il y a une première chose qui m'a interpellée pendant un temps qu'on parlait ensemble. Et tu disais, oui, les soft skills, certaines personnes, les hard skills, on les voit, on les évalue facilement. Je suis assez d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'essaye depuis très très longtemps à essayer de mesurer en fait l'impact de toutes ces équipes durables qui sont dans le durable. En fait, les gens oublient à quel point c'est dur de faire de durable. Oui. Mais c'est celui qui finalement fait qu'une entreprise performe. Et moi, je suis convaincue que parfois la performance peut être moins élevée, mais si tu le fais dans le durable, c'est mieux. Oui. Donc petit à petit. Et donc, j'ai 2 points là-dessus pour terminer. Le premier, c'était de dire... moi, je suis très basée sur le potentiel. Les soft skills, les gens qui sont... D'ailleurs, on en a une autre blague dans l'équipe en dehors de fait que tu ne ressors plus. C'est que la manière d'y rentrer, elle est toujours un peu artistique. Parce que rarement, pratiquement personne dans l'équipe qui aujourd'hui gère des projets IT ou de production ou autre chose, ce sont des gens qui ont des formations dedans. J'ai des comptables, des infographistes, j'ai des gens qui sont dans le commerce, j'ai des gens qui ont été dans d'autres cadres plus administratifs, j'ai des gens qui étaient directeurs avant de unités, etc. Et en fait, c'est extrêmement marrant parce que, en général, souvent, j'ai fait des choix de faire attirer ces gens-là et j'ai dû aller convaincre, dire, ah bah non, mais je suis persuadée de mon coup. Je vous assure, il va savoir faire le truc. Il faut maintenant que je vends le projet parce que j'ai senti ce potentiel, cette envie, cet engagement, cet état d'esprit. Et je dis, le reste, c'est que des hard skills. On va les monter en compétences. Si c'est que ça, franchement, c'est tout. La logique, il y est. Le reste, par contre, oui. je ne peux pas trouver des gens qui ont ce niveau de service vers les autres, l'engagement, l'envie de travailler avec les autres facilement. Donc, je mets la patate là-dessus, le gros lot. Et la deuxième chose est que j'ai vécu beaucoup de plans sociaux dans cette logique économique dont tu parles. J'ai vécu aussi des fusions, d'acquisitions, des gens qui montent sur des trains, qui redescendent des trains, qui n'arrivent pas à monter sur des trains. Hors de mes petites 20 années d'expérience. Et il y a une chose qui m'a toujours frappée et je fais toujours en sorte, et si vraiment il y a une chose que j'aimerais vraiment travailler là-dessus dans les prochaines années, c'est de ne pas oublier qu'on prend énormément du temps et d'intérêt, d'écoute pour les gens, soit qui doivent partir, oui. soit qu'on doit accompagner pour sortir, soit des gens qui sont en difficulté, oui. Et on prend même pas 30% de cette énergie et du temps pour les gens qui roulent. Oui. Et qui vont bien, et qui performent, et qui sont des vrais bijoux. Et c'est avec ces personnes-là, finalement, ou des gens qui restent, c'est les gens avec qui on va créer, en fait, le reste de l'histoire. Et c'est là où je fais un effort colossal. Parce que c'est pas un effort en réalité, mais je fais très attention plutôt, c'est le bon moment. Oui. De prendre soin des collaborateurs en lesquels j'ai confiance, qu'ils ont confiance en l'avenir. Et qui roulent. Et qui vont bien, parce que, en fait, et je trouve que c'est là où le plus difficile pour moi de dégager du temps entre ceux qui en ont besoin pour des raisons, enfin, parce que jeune équipe, parce qu'autre chose, oui. parce que jeune personne, parce que... Et ceux, en fait, qui... C'est pas parce qu'ils roulent, en fait, qu'ils n'ont pas besoin. Ouais. Je te remercie pour cette conclusion. Tu vois que j'entends en 2 temps avec... ton regard sur le recrutement, et donc mieux travailler ensemble, c'est aussi faire un gros focus sur le recrutement, et puis ton regard sur prenons soin des gens qui créent le flow, qui créent la dynamique et qui roulent, parce que ceux-là, c'est vraiment les pépites avec lesquelles nous travaillons. Donc merci beaucoup Yvelina pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu passer le double du temps sans aucun problème. J'espère que vous aurez trouvé à la fois une intention, une philosophie d'approche du travail, et en même temps plein de petites astuces pragmatiques. C'est vraiment, je pense, que ce qui nous importe à moi et à chaque invité qui
qui vient vous parler. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous avez besoin que ce soit plus pragmatique, plus long, plus court, à en parler autour de vous parce qu'on est persuadés, tous les gens qui viennent ici, que cette énergie positive qu'on a et l'envie qu'on a de changer la manière de regarder l'entreprise est vraiment importante et que le monde en a besoin. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire des retours sur comment on peut encore mieux vous apporter à cet endroit-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.